Bonjour tout le monde. On va attendre quelques instants. Les gens sont en train d'entrer dans le webinaire. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier webinaire présenté par Concertation Montréal. Aujourd'hui, on va aborder la délicate question de la fermeture d'un OBNL. C'est un sujet qu'on évite bien souvent de discuter, mais on l'a appris, puis beaucoup d'organisations l'apprennent par les temps qui courent. C'est quelque chose qui doit être anticipé et préparé. Donc, je remercie Carl Bernier-Genet, qui est mon directeur général, qui se prête à l'exercice ce matin. Ce n'est pas une formation à laquelle vous allez participer, c'est plus un partage d'expériences très concret, très récent, parce qu'on est encore en train de vivre la fermeture de l'OBNL. Il faut préciser en partant que le contexte dans lequel la fermeture se passe à Concertation Montréal est pas un contexte classique. On a eu quand même le temps de se préparer, puis on avait quand même un environnement qui nous a permis de faire les choses dans les délais parce qu'on s'y est pris assez tôt, on va le voir. Mais évidemment, il peut arriver des circonstances dans lesquelles on doit fermer un OBNL dans des délais courts et pas toujours avec euh, les mêmes préavis puis le même environnement favorable que nous l'avons vécu. Donc, on en est bien conscient. Euh, il n'y a pas de recette miracle pour éviter une fermeture. On peut évidemment, on doit discuter de gestion des risques. Les risques financiers sont parmi les plus importants qui touchent les OBNL, particulièrement celles qui vivent principalement de financements externes qui peuvent varier d'une année à l'autre. Donc, on n'est jamais totalement à l'abri, mais en discutant de cette question-là, puis en diversifiant nos sources de revenus, puis en anticipant les choses, bien, ça permet quand même de réduire le risque sans toutefois pouvoir l'amener à zéro. Il y a un intérêt considérable pour le sujet. La preuve, vous êtes 105 personnes actuellement en ligne avec nous. On a beaucoup communiqué sur la fermeture de CNTL, puis tout ce qui l'a amené depuis l'automne dernier, mais je pense que c'est un sujet qui est peu abordé et qui suscite beaucoup d'intérêt, mais de questions en même temps. Je précise que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez y accéder ainsi que plusieurs de nos webinaires précédents sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal qui va rester active malgré la fermeture de l'OBNL. Donc, il y a également un aide-mémoire qui va être partagé dans la section de la boîte à outils du site Internet de Concertation Montréal, qui également va rester actif pour une période de 3 ans suivant notre fermeture. Il y aura une période de questions à la fin du webinaire, donc à partir de 11h45 jusqu'à midi environ. On va prendre les questions à travers la fonction questions-réponses qui apparaît à votre écran. Merci de ne pas utiliser le chat pour poser vos questions parce que c'est difficile à suivre. Et on va répondre à certaines questions dans la mesure du temps disponible, puis on va prioriser les questions qui sont d'intérêt général pour les participants. Avant de donner la parole à Carl, j'ai quelques petites questions de sondage pour vous, histoire de savoir un peu où vous vous situez par rapport à la question d'une éventuelle ou d'un risque de fermeture. Donc, je vais partager le sondage à l'instant. Il y a 3 questions, puis ensuite, on va brièvement les commenter avant de lancer le sujet. Donc, vous devriez normalement voir les questions à l'écran. Puis avec le curseur, vous pouvez aller aux questions suivantes. Carl, je ne sais pas si tu vois les résultats en même temps que moi. Oui? Non. Non, OK. Donc, je les partagerai par la suite.
Donc, encore un petit 15 secondes pour répondre, puis je vais arrêter la collecte par la suite. Donc, les réponses que vous voyez à l'écran maintenant, d'ici 5 ans, la probabilité que mon organisation doive cesser ses activités est pratiquement nulle pour environ 2 organisations sur 10, peu probable pour 4 organisations sur 10, moitié-moitié dans un quart des cas, ce qui est quand même très élevé. Et pour 16% des répondants, c'est presque certain que leur organisation va cesser ses activités. Donc, quand même très élevé. Le risque de fermeture de notre organisation a déjà fait l'objet d'une discussion au conseil d'administration. Donc, oui, dans 34% des cas et non dans 49% des cas. Puis, il y a un 16% de personnes qui indiquent que ça ne s'applique pas, sans doute parce qu'elles ne sont pas actuellement dans une organisation. Et la dernière question, aborder le risque de fermeture au conseil d'administration, même de façon préventive, serait facile pour 21%, possible en demandant une bonne préparation dans 66% des cas, puis pour 13% des répondants, ce serait difficile parce que c'est un sujet tabou. Euh, je me serais attendu à ce qu'on ait davantage de réponses difficiles parce qu'à voir les échanges qu'on a autour de nous, ça demeure quand même un sujet délicat qu'on repousse longtemps dans les discussions, ce qui peut amener toutes sortes de défis lorsque une situation difficile se présente. Donc, pour le webinaire aujourd'hui, on va aborder quelques points. Tout d'abord, il va y avoir une mise en contexte pour expliquer principalement aux personnes parmi vous qui n'ont pas beaucoup suivi l'histoire récente de Concertation Montréal, juste pour rappeler un peu comment nous en sommes arrivés à la situation qui conduira à la fermeture dans les prochaines semaines. On va voir ensuite 4 aspects qui sont importants à traiter, qui sont interconnectés, mais qu'on va aborder séparément pour les fins de l'exercice. Donc, l'aspect financier, l'aspect légal, l'aspect ressources humaines et l'aspect héritage. Donc, on débute avec la mise en contexte, puis essentiellement, moi, je vais poser les questions à mon directeur général là, qui va pouvoir donner un peu plus de détails sur tout ça, mais je vais me permettre d'intervenir là, tout au long de la discussion. Donc, dans la mise en contexte, ben, la première question, toute simple, pourquoi Concertation Montréal doit-elle fermer ses portes à la fin mars? Alors, ben surtout pour commencer, là, merci à toutes les personnes là, qui sont présentes là, à notre dernier webinaire. C'est important pour nous de partager cette expertise-là en gouvernance qui est assez peu fréquente. Donc, merci d'être présent. Dans notre cas, l'année 2025 avait très bien débuté. On a signé une entente de 3 ans avec l'agglomération de Montréal pour notre financement. Mais à notre grande surprise, le gouvernement du Québec a refusé de reconnaître notre entente et a changé les règles du fonds par lequel on était financé. Malgré 8 mois de démarche, évidemment, pour défendre notre organisation, une mobilisation de 175 leaders et partenaires partout à travers le Québec. On le sait, notre gouvernement actuellement ne privilégie pas Montréal, donc on avait vraiment mobilisé à l'échelle du Québec. Mais le gouvernement a refusé de nous aider à trouver une solution. La ville nous a permis de finir l'année 2025, mais la nouvelle administration municipale a décidé de ne pas pallier au manque dans nos budgets là, de la fin du financement par le gouvernement du Québec. Donc, rapidement, on a compris que ce serait difficile. Depuis le 1er janvier, CMTL est entièrement financé par ses réserves. Voilà pour une petite mise en contexte là, de ce qu'on a vécu dans la dernière année. Les, quels étaient les principaux facteurs de risque? Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on doit fermer, il y a quand même beaucoup d'actions à entreprendre. Donc, c'était quoi les principaux risques qu'on a rencontrés pendant cette période-là, puis comment ont-ils été gérés?
C'est sûr que pour une organisation comme la nôtre, on s'appelle Concertation Montréal, les ressources humaines sont centrales dans l'expérience puis l'expertise de l'organisation. Donc, les droits acquis par notre équipe étaient vraiment la portion la plus importante. Plusieurs des membres de notre équipe avaient plus de 15 ans d'ancienneté, donc c'est sûr que cet aspect-là était non négligeable. La responsabilité des administrateurs, vous le savez sûrement, là, en cas de faillite, il y a quand même des inquiétudes à avoir pour les membres du conseil d'administration. Donc, s'assurer que le conseil d'administration ne soit pas impacté, que les gens qui composent notre conseil d'administration ne soient pas impactés par la situation. Il y avait à planifier que les fonds, que nos fonds propres soient suffisants pour gérer la crise et en dernier lieu, parce qu'on est capable de préserver le plus possible l'héritage de 30 ans de concertation agissante, donc de préserver les projets et les activités qui étaient menées par Concertation Montréal. Fait que je vous dirais, c'est comme les 4 grands aspects là, qui devaient être sur notre radar dès le début de cette crise-là. L'an passé, on a fait un exercice à l'interne pour réviser nos valeurs organisationnelles. Donc, évidemment, nos valeurs, ça influence la façon dont on développe l'organisation, mais est-ce qu'elles ont eu aussi une influence dans la façon de préparer la fermeture, puis d'éventuellement de transférer les projets qu'on avait pu mettre en place? Alors, c'est sûr que cet aspect-là, honnêtement, il n'était pas sur mon radar quand la crise a éclaté. Suivre les valeurs dans un contexte de crise aussi marqué que ça, alors que nos valeurs sont très, très récentes, là. On les a votées l'année dernière. Mais quand même, c'était des valeurs qui étaient représentatives de qui on est comme organisation, puis bien ancrées. Donc, ça s'est vécu dans le sens de nos valeurs, qui était la coopération. On a travaillé avec nos partenaires pour sauver le plus de projets possible. Finalement, tous les projets de Concertation Montréal vont être sauvés. La question de l'équité, s'assurer que les employés soient le mieux possible accompagnés dans ce contexte-là vers une transition de carrière. L'engagement pour Concertation Montréal, livrer la marchandise, ça a toujours été important. Donc, malgré la crise, on a terminé l'ensemble de nos obligations avec nos bailleurs de fonds. On a l'agilité comme valeur, évidemment, dans un contexte de crise, naviguer à travers toutes les difficultés d'une fermeture oblige une certaine agilité. Puis l'audace. Philippe, quand il est arrivé avec cette idée de faire un webinaire sur notre expérience sur la fermeture de l'organisation, ben, ça témoigne assez éloquemment là, de l'audace de l'organisation. Tomber n'est pas un problème, c'est comment tu le gères qui est un problème. Donc, dans ce cas-ci, on trouvait très, très important de partager le plus possible l'expertise acquise dans ce contexte-là. Merci, Carl. Oui, effectivement, moi, je faisais un peu le parallèle des fois avec les fail camps, là, où les gens vont Mm. faire un exercice pour expliquer peut-être la cause de certains échecs. Ici, c'est sûr qu'on n'avait pas tous les leviers de contrôle, puis il y a une part qui ne nous appartient pas, là, donc on n'avait pas la possibilité de changer complètement nos façons de faire, mais il y a certainement des leçons à apprendre, puis ce qu'on constate, c'est qu'on communique beaucoup sur nos succès, moins sur les situations difficiles qu'on rencontre. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Puis on le voit actuellement dans le monde des OBNL, il y a beaucoup d'organisations qui sont fragilisées, qui soit sont en décroissance ou qui envisagent des scénarios de fermeture. Donc, je pense qu'on devrait aborder ces questions-là à l'interne, puis évidemment ne pas attendre qu'il soit trop tard pour le faire. On va aborder maintenant la question financière. La première question, on sait, ça découle du changement d'un cadre normatif, tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à une nouvelle entente que nous avions signée. Donc, quel a été l'impact du changement du cadre normatif sur la situation financière de Concertation Montréal? Ben, c'est ça, c'est le cœur du problème, c'est que les nouvelles règles faisaient que sur le court terme, c'était impossible pour CMTL de s'adapter.
Alors, dans les nouvelles règles, on exigeait que l'organisation n'ait plus que 5 de frais d'administration, alors que ça avait toujours été 15 depuis 10 ans. Elle exigeait que les projets soient financés individuellement. CMTL mène plus d'une trentaine de projets dans le cadre de ses ententes avec la Ville et le gouvernement du Québec depuis 10 ans. Donc, plutôt que de gérer une entente, il aurait fallu en gérer une trentaine. Imaginez le capharnaüm de la négociation pour en arriver à maintenir les acquis. Il y avait aussi une contrepartie obligatoire de financement privé, donc de sources qui ne viennent pas des gouvernements de l'ordre de 20 Alors, une trentaine de projets à financer à hauteur de 20 était aussi hors de notre portée là, comme travail. Le gouvernement nous a laissé ni le temps de mener ces exercices-là, puis évidemment en sachant qu'on n'aurait jamais la capacité de négocier de front toutes ces ententes, tout en cherchant des financements privés. 20 de notre subvention, c'est quand même une somme colossale à aller chercher en quelques mois à peine. On avait demandé un moratoire d'un an sur ces nouvelles conditions-là pour nous laisser le temps de nous adapter. Encore là, ça a été assez difficile de le faire, mais même un moratoire nous a été refusé, d'où la situation qu'on vit actuellement. Il faut préciser que le 20 devait être en argent cash, donc les échanges de services n'étaient pas calculés, donc c'est sûr que ça représente un défi parce qu'on sait que beaucoup d'entreprises ou de PME actuellement sont dans des situations aussi plus difficiles au plan économique. Donc, aller chercher des nouveaux partenaires dans un contexte difficile, ça augmente le niveau de risque. Malgré tout, est-ce qu'on aurait pu envisager un scénario de décroissance ou est-ce que certaines activités auraient pu se poursuivre malgré les conditions dont tu viens de parler? Ben, je vous cacherai pas qu'on a exploré une foule de scénarios, là. Je me plaisais à dire au conseil d'administration qu'on va avoir le plan A jusqu'au plan Z. Le plan Z était la fermeture, puis qu'on ferait les plans A, B, C, D, E jusqu'à temps qu'on arrive au bout de notre imagination. On s'est quand même rendu au plan E. Donc, on a exploré énormément de scénarios, moins de financement, coupe massive dans l'organisation, fusion avec une autre OBNL, vérifier si on pouvait trouver d'autres bailleurs de fonds. Donc, la question du temps a été déterminante là, dans l'impossibilité de trouver une solution, mais aussi maintenir sa mission à moyen et long terme est quand même la base de la survie d'une OBNL. Si l'OBNL est plus capable de mettre en œuvre sa mission parce que les ressources financières sont plus à l'avenant, ben des fois, il faut aussi se poser les questions malheureuses qu'on a dû se poser. Dans notre cas, concerter des acteurs socio-économiques, puis des gouvernements, puis des élus, ça demande énormément de temps, ça demande des ressources, ça demande des employés qualifiés, sacrifiés dans la qualité de ce qu'on pouvait offrir a été un peu là, traité, mais quand même, on ne peut pas dénaturer l'organisation non plus. Donc, à un moment donné, il faut avoir la maturité de se poser la question, est-ce que l'écosystème est encore capable de soutenir une organisation comme la nôtre? Est-ce que notre mission peut encore se vivre? Puis, on est arrivé à la conclusion que très rapidement, à moyen terme, ce serait plus possible, là, malgré tous les scénarios qu'on pourrait imaginer. Donc, on a pris la décision là, difficile de fermer l'organisation. Comment s'est passée la transition? Parce qu'on était quand même, on venait de signer une nouvelle entente, donc on était dans un processus de développement ou de maintien d'activité. Puis là, il a fallu basculer vers un budget de fermeture. Puis pendant une période même jongler avec plusieurs scénarios, comme tu disais. Comment tout ça s'est passé? Ben, ça nous a exigé d'avoir de front notre plan d'action 2025, notre budget 2025 et à partir du début de l'automne passé, un plan de fermeture et un budget de fermeture en parallèle. Donc, on a mené les deux exercices en 2025, tant et aussi longtemps que la négociation nous permettait de penser qu'on réglerait la situation. Bien, on a continué à faire du développement, on a continué à agir avec le même niveau d'investissement qu'on a fait dans le passé.
tout en essayant de se ménager là, les marges budgétaires pour ne pas être mal pris en 2026. On en parlera un peu plus tard là, de comment ça s'est passé, mais les deux budgets ont coexisté pendant 6 mois. Le budget comme si l'organisation existait et le budget de fermeture. Et à chaque conseil d'administration, on revisait les deux scénarios. Dans tout ça, parce que ben, on le sait, fermer une organisation, ça prend de l'argent quand même. Puis il y a il y a un bail, une équipe en place, il y a des obligations. Donc, quels étaient les principaux risques financiers pendant la période critique qu'on termine actuellement? Puis comment ça a été géré par la direction générale et par le conseil d'administration? Ben, pour moi, c'est le point le plus important de ce webinaire-là. Donc, si vous avez une chose à retenir, c'est la suivante. On a eu le défi en début 2024 de se faire dire qu'il y aurait peut-être 2 mois où on n'aurait pas de financement entre deux ententes qui se négociaient, ce qui nous a obligés à voir qu'est-ce que ça aurait comme impact sur l'organisation, le manque de financement pendant 2 mois. C'est là qu'on a pris conscience, moi puis notre comptable, qu'on avait une immense vulnérabilité en cas de cessation abrupte là, du financement. Ce warning call-là, ce drapeau rouge-là qui s'est élevé, ça m'a permis à moi, ça a permis à notre comptable d'analyser la situation pendant qu'on n'avait pas de crise et de se rendre compte que le budget de fermeture de notre organisation était vraiment important si on l'apprenait à dernière minute. Donc, avec une équipe de 25 employés, c'est sûr que des préavis de départ de 25 employés qui ont quand même beaucoup d'ancienneté, c'est très dispendieux. En plus, les responsabilités du bail, par exemple, on avait eu la bonne idée de négocier dans notre bail une clause qui disait qu'on avait le droit de se retirer du bail si on perdait notre subvention principale, avec une pénalité évidemment, mais quand même. Donc, le fait d'avoir eu cette petite crise-là qui était vraiment temporaire nous a permis de voir l'ampleur du problème et de pallier au risque. Donc, de voir dans ces dépenses-là, est-ce qu'on a les reins assez solides pour les payer si jamais on a une cessation abrupte de notre financement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter les risques de ces coûts de fermeture-là. Ce qui nous a amené à réfléchir à, si on donne les préavis de départ en amont à l'équipe, combien de temps il faut les donner en amont pour ne pas subir une faillite irréversible. Et c'est là qu'on a découvert qu'il fallait 7 mois d'avance minimum pour qu'on soit capable de donner des préavis travaillés à l'équipe qui nous permettent de finir les subventions qui étaient en cours et de payer les derniers mois avec nos fonds propres. Donc, c'est vraiment cet élément-là de planification en amont qui nous a permis aujourd'hui là, de pas être mal pris. Ça demande quand même le courage de planifier l'impensable pour pas se ramasser à constater le gouffre trop tard. Notre négociation avec le gouvernement du Québec puis avec la ville pour renouveler notre entente, s'est terminée en janvier de cette année, alors que nos préavis de départ, on les a envoyés à notre équipe il y a quand même au mois d'août dernier pour les premiers. Donc, les deux paliers ont pris vraiment beaucoup trop de temps à nous indiquer clairement qu'il n'y aurait pas de renouvellement. Si on avait attendu qu'ils nous l'indiquent clairement, c'est sûr qu'on serait dans une situation de faillite en ce moment. Donc, l'exercice de planification nous a permis de prendre les bonnes décisions au bon moment, malgré les risques que ça posait pour l'organisation de démobilisation de l'équipe et des partenaires, mais ça nous a aussi permis aujourd'hui d'être capable de faire un webinaire pour vous expliquer ce qu'on a vécu et de ne pas se ramasser dans une situation de faillite. Et comment on procède? Parce que on l'a vu tantôt, il y a plusieurs scénarios sur la table. On a des partenaires financiers quand même qui permettent de sécuriser certaines activités parce qu'ils nous financent à travers d'autres enveloppes qui ont, dans plusieurs cas, des conditions moins
contraignantes que celles de notre financement principal. À partir de quand on avise nos autres bailleurs de fonds qui continuent de nous financer qu'on est dans une situation précaire? Parce qu'à partir du moment où on leur dit, ben là, évidemment, il y a une crise de confiance, les gens retirent leur bille, puis on précipite en quelque sorte la fin de l'organisation. Oui, ben peut-être commencer par les bailleurs de fonds principaux qui nous quittent parce que il faut aussi être transparent avec eux. Nous, avec le gouvernement du Québec puis la ville de Montréal, dès l'été dernier, on a été au clair avec eux que si on n'avait pas le financement à la fin de l'année, on ne pourrait pas durer plus longtemps que 3 mois et que l'organisation serait irrémédiablement menacée dès la fin de l'année. Donc, il faut aussi informer le bailleur de fonds qui nous quitte des conséquences pour notre organisation. Pour les autres bailleurs de fonds, ce qu'on a fait, c'est vraiment essayer de préserver le plus possible les projets qui étaient en cours. Donc, se faire des nouveaux plans en lien avec la subvention pour voir est-ce qu'on est capable de livrer la marchandise le plus possible et est-ce qu'on pourrait continuer ensuite ou on arrête le financement. Dans un cas, c'est ce qu'on a décidé, donc d'informer le bailleur de fonds qu'on faisait le maximum d'ici la fin de l'organisation pour livrer le plus possible le projet, mais qu'on y mettrait fin. Un autre bailleur de fonds, avec lui, on a été capable de négocier la passation de notre subvention et de notre projet vers une autre organisation. Donc, nous, on a cessé nos activités dans ce projet-là. L'autre organisation poursuit de son côté. Donc, il y a aussi cette réflexion-là à mener. Toutes les subventions peuvent-elles être honorées? Sûrement pas. Mais s'il y en a qui peuvent, ben, des projets intéressants, on fait tout ce qu'on peut pour les protéger. Donc, il faut bien doser le moment où on en parle avec les bailleurs de fonds. Donc, être au clair sur ce qu'on est capable de faire, être au clair sur les dates de fin. Parce que c'est sûr que d'annoncer à un bailleur de fonds qu'on va cesser un projet, ben, ça mène à une foule de questions. Si on n'a pas les réponses, c'est pas le bon moment de leur en parler, là. Il faut vraiment avoir planifié qu'est-ce qu'on veut faire, puis c'est quoi les scénarios possibles. Puis à ce moment-là, ben, rencontrer nos bailleurs de fonds pour leur expliquer la situation. À partir de quand la fermeture est devenue inévitable? Il n'y a pas nécessairement un déclic, mais j'imagine qu'il y a une période de flottement, puis il faut qu'on se dise, bon, mais là, on change de scénario, puis on s'en va vers la fermeture. Mais qu'est-ce qui a amené cette décision-là et à quel Ben, moment? nous, on avait la chance d'avoir 3 mois de réserve dans notre budget. Donc, on avait accumulé un surplus ces dernières années qui équivalait à 3 mois d'activité. Donc, tout notre budget de fermeture était basé sur cette réserve-là. Fait que tout à l'heure, quand je vous disais qu'il faut le planifier en amont, c'est un peu cet esprit-là, c'est dire c'est quoi mes disponibilités financières pour vivre la situation si jamais elle arrivait. Donc, tout a été planifié en conséquence. On s'est rapidement rendu compte qu'au 31 décembre, il fallait, on a procédé évidemment à un licenciement collectif. On en parlera dans la section RH, mais la moitié de l'équipe perdait son emploi au 31 décembre, puis il fallait prévenir notre locataire de notre départ avec 3 mois de préavis et 3 mois de pénalité. Donc, ça aussi, on l'a fait à la fin décembre. Rendu là, même si notre bailleur de fonds principal était revenu, l'organisation était irrémédiablement hypothéquée, là. Plus de locaux au 31 mars, la moitié de l'équipe qui a quitté et toute la relation de confiance avec les partenaires qui aurait été à reconstruire. Donc, pour nous, le 31 décembre était la date limite où l'organisation pouvait se remettre de la crise. Et comme je vous disais tout à l'heure, ben, les bailleurs de fonds ne nous ont répondu qu'à la mi-janvier sur le fait que ils ne continueraient pas avec nous. Donc, il a fallu prendre des décisions en amont des informations des bailleurs de fonds parce que malheureusement, on le vit, plusieurs d'entre nous, je suis sûr, là, nos bailleurs de fonds n'ont pas toujours les bons réflexes pour nous permettre de bien gérer nos OBNL. Pour les gens dans le chat, je le rappelle, il y a une fonction de questions-réponses que certains ont déjà commencé à utiliser. Donc, merci d'y ajouter vos questions. C'est plus facile à retrouver que dans le chat. Et quelqu'un demandait si un outil serait partagé. Donc, oui.
dans la boîte à outils de Concertation Montréal. Sur le site Internet, il y aura un aide-mémoire qui va reprendre un peu les grandes étapes là, de la fermeture d'un OBNL. On va maintenant aborder la dimension légale. Est-ce que tu peux nous résumer les grandes étapes franchies par Concertation Montréal du moment où la crise a débuté jusqu'à la fermeture qui s'en vient, en parlant aussi des différents rôles de la direction, de l'équipe, des membres et du conseil d'administration? Alors, ben évidemment, en amont, c'est un peu la question que tu posais au début du webinaire. Est-ce que cette conversation-là peut se mener au CA? C'est évident que la première démarche, c'est de bien préparer le conseil d'administration au risque que ça puisse arriver et convenir avec eux du plan de match pour la suite. Donc, vraiment, première étape, avoir une vision commune entre la direction générale puis le conseil d'administration des prochaines étapes qu'on doit vivre. Rapidement, dans le cadre de la fermeture de plusieurs organisations, ben, c'est le licenciement collectif qui va être la première étape à franchir. Heureusement, on nous offre à CNESST de très bons outils, là, puis les services d'aide aux organisations sont très faciles à rejoindre par téléphone. Donc, on doit malheureusement gérer un licenciement collectif. Soutenir l'équipe dans cette période-là, programme d'aide aux employés très important, prévoir des lettres de référence pour leur permettre de se repositionner professionnellement. Maintien de la pression sur les bailleurs de fonds parce que on dit tant que c'est pas fini. Donc, malgré le fait qu'on met en branle un processus de fermeture, il y a potentiellement toujours des moyens de faire pression sur notre barrière de fonds pour qu'il continue à travailler avec nous. Il faut aussi avoir sur notre radar l'ensemble des contrats de l'organisation, y mettre fin, les renouvellements annuels, les différentes ententes contractuelles, le bail en est un important. Quand l'inévitable quand on est rendu à l'inévitable, ben il faut un conseil où on va voter la dissolution, nommer les liquidateurs et aussi pour les OBNL, il faut aussi déterminer à quelle organisation on va donner nos surplus financiers. Donc, c'est des votes qui doivent se faire au conseil d'administration pour les amener à l'Assemblée des membres. La dissolution doit normalement être votée aux 2/3 à l'Assemblée des membres, donc c'est quand même une étape très importante. Ensuite de ça, on passe à l'exercice de travail avec le registraire des entreprises. Donc, il y a une première étape où on déclare l'intention de l'organisation de se dissoudre. On doit publier un avis public de dissolution dans un journal quotidien local. On doit ensuite de ça finir nos déclarations fiscales et annuler nos numéros de taxes et les autres comptes qu'on a avec le gouvernement, détruire les renseignements personnels qu'on détient, par exemple les dossiers des employés et autres renseignements qu'on a en notre possession, vider les locaux à la satisfaction du bailleur, donc s'assurer que tout ça est bien fait. Liquider les biens, formater les ordinateurs, régler les dettes, fermer les différents comptes, le compte en banque étant le dernier. Dans notre cas, pour être capable de faire tout ça avant le 31 mars, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé les employés pour toutes les payes à venir le 25 février. Donc, ça nous donne un mois à moi et au comptable là, pour faire les T4 et autres démarches administratives pour que l'organisation ferme réellement au 31 mars et pas que le comptable doive continuer ensuite. Et la prochaine étape pour nous, on est rendu où je vous dis, mais ce qui nous reste à faire, c'est une déclaration sous serment qui va être envoyée au registraire des entreprises qui dit que tout ça est fait. Une validation d'un commissaire à la sermentation. C'est un service offert par Service Québec, donc on peut aller au bureau de Service Québec pour faire assermenter la déclaration sous serment. Le document final qu'on remet au registraire des entreprises pour une demande de dissolution finale. Et quelques semaines ensuite, le registraire radie l'immatriculation, donc notre numéro d'entreprise. Puis c'est à ce moment-là que le conseil d'administration cesse ses activités. Parce que dans tout le processus, le conseil d'administration reste
en fonction, pour la fonction de coordonner avec la direction générale et les liquidateurs la fermeture de l'organisation. Donc, les membres du conseil d'administration seront libérés lorsque il y aura radiation de l'immatriculation dans quelques semaines, le temps de recevoir les derniers chèques et de verser les derniers sous qui nous restent en banque. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'étapes et d'éléments à considérer dans le bon ordre aussi. Euh, Quelles sont les lois à connaître? Parce qu'on voit, là, il y a des questions de normes du travail et autres. Là. Quelles sont les grandes lois avec lesquelles tu as eu à te familiariser, disons, depuis les derniers mois? C'est vraiment le licenciement collectif là, qui est l'élément central là, dans cet exercice-là. Dans un contexte où on prévoit pas de faillite, hein, je le précise, donc on n'a pas eu à valider ces aspects-là. Mais le licenciement collectif est vraiment l'aspect central. La CNESST est très aidante là, sur ces enjeux-là. Et la procédure pour un licenciement collectif est très claire. Là. On a aussi la procédure avec le registraire des entreprises qui lui aussi là, est très clair. Ils produisent des feuillets explicatifs là, très, très faciles à utiliser. Puis comme je vous disais tout à l'heure, là, sont faciles à rejoindre. Sur les aspects légaux, en dehors de ça, peut-être quand même repréciser, hein, c'est pas une formation qu'on offre aujourd'hui, c'est un partage d'expertise. Dans notre cas, on n'a pas eu à aller plus loin. Moi, je suis pas un expert. Je suis surtout une personne qui le vit de façon très directe, mais qui l'a aussi vécu dans le passé, comme membre de conseil d'administration d'une organisation qui a fermé, puis aussi comme mentor là, pour quelqu'un qui devait organiser la fermeture d'une petite OBNL. Donc, ça fait quand même 3 fois sous 3 rôles différents là, que je vis cet exercice-là. Là. Il se pourrait que dans certains cas, pour votre organisation, vous ayez à voir d'autres lois ou aller chercher d'autres avis. Là, mais dans notre cas à nous, le licenciement collectif puis les modalités du registraire des entreprises ont suffi. Là. Est-ce que vous avez eu recours à de l'aide externe pour le cadre légal ou bien est-ce que ça a été envisagé de le faire étant donné la complexité puis des fois le temps réduit qu'on a pour prendre des décisions importantes? Ben, c'est ça. Il faut quand même préciser que, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de le planifier en amont, c'est vraiment la meilleure solution. Donc, au début 2024, quand on a eu notre première inquiétude, on a fait valider quand même avec un avis juridique là, la question des clauses de préavis de départ de nos employés, jusqu'à quel point on était liés, et aussi la responsabilité des administrateurs en cas de fermeture de l'organisation. Responsabilité face aux créanciers, au gouvernement, face aux salaires. Donc, on avait quand même un avis juridique qui avait été fait en amont, qui nous a permis là, de voir venir. C'est sûr que vaut mieux aller chercher ces avis juridiques-là quand on n'est pas en crise, parce que veut pas, ça prend du temps à les recevoir. Donc, le fait qu'on ait cet outil-là validé il n'y a pas très longtemps nous a permis là, d'être très à l'aise là, de faire le processus euh, dans le contexte. Quelle est la responsabilité des membres du conseil d'administration dans un contexte de fermeture? Parce qu'on parle souvent là, des rôles et responsabilités des administrateurs. Nous-mêmes, on a fait beaucoup de formations sur ces questions-là depuis bien des années. Mais au moment de la fermeture, là, c'est quand même un moment critique parce qu'il peut, surtout si on manque de liquidité, tout ça, qu'est-ce que le CA a comme responsabilité puis comment il peut bien s'assurer que ces responsabilités-là soient pleinement assumées? Ben, ce que je vous dirais, c'est que dans le contexte, si le DG flanche, le CA ramasse les pots cassés. Donc, tout ce qu'on vous dit dans ce webinaire-là, de la démarche qui est menée par la direction générale, c'est sûr que si la direction générale de votre organisation qui est en plein processus de fermeture, ben c'est le conseil d'administration qui doit ramasser la situation, s'assurer de terminer le travail. Donc, je dirais que c'est très important que le conseil d'administration soit là pour soutenir la direction générale. Et on l'oublie dans une période de fermeture. C'est tentant de se désengager comme administrateur, mais si la direction générale est obligée de se battre pour avoir quorum aux réunions,
C'est un stress vraiment gigantesque dans un contexte de crise majeure. Donc, c'est hyper important que les membres du conseil d'administration soient présents, disponibles et accompagnent la direction générale dans ce processus-là. C'est normal que la direction générale soit fragilisée. Un licenciement collectif de collègues, c'est jamais agréable à faire. Il y a un sentiment de responsabilité, une inquiétude par rapport à notre avenir professionnel qui, évidemment, là, nous fait vivre toute une gamme d'émotions comme direction générale. Donc, plus vous protégez votre direction générale dans le contexte, plus vous avez des chances là, qu'elle soit là pour vous accompagner jusqu'à la fin. Euh, Parce que c'est vraiment un moment de notre vie professionnelle qu'on veut pas vivre et qu'on veut pas revivre. On va maintenant passer au côté RH, qui est le bloc le plus consistant de l'échange que nous avons ce matin, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'implications pour l'équipe, beaucoup de répercussions, puis on veut jamais fermer un OBNL, mais si on le fait, on veut quand même que ça se fasse dans des bonnes conditions, puis que les collègues puissent avoir le temps nécessaire pour retomber sur leurs pieds. Donc, comment tu as pu préparer ton équipe tout au long du processus de fermeture? Honnêtement, il y a une part d'improvisation là-dedans parce que chaque équipe est différente, donc il faut vraiment s'ajuster avec notre équipe selon les besoins puis selon les circonstances. Donc, dans notre cas, puis là, là-dessus, je vous dirais, là, il faut vraiment voir dans votre organisation, est-ce que ça se passerait de la même façon? Mais dans notre cas, on avait des réunions déjà aux 3 semaines de l'ensemble de l'équipe, donc on a continué nos rencontre aux 3 semaines pour informer l'équipe régulièrement de la situation pendant la période où on se battait pour notre survie, puis pour réussir à faire accepter au gouvernement de nous donner un délai d'1 an avant d'appliquer les nouvelles règles. On a créé des chantiers pour les mobiliser. Donc, on avait un chantier sur la pression politique, un autre sur les communications, sur la gestion des ressources humaines, sur le financement. Donc, on a mis en place des chantiers qui permettaient à l'équipe de se mobiliser dans la lutte pour la protection de l'organisation, parce qu'à ce moment-là, on sentait dans l'équipe une volonté de contribuer, mais un doute sur comment faire. Donc, en organisant des chantiers, ça a permis de mobiliser l'équipe et de travailler ensemble à la survie de nos jobs aussi. Donc, ça a été un élément important. Et je dirais être disponible pour les questions en tout temps parce que ce soit individuellement, collectivement, les gens ont des questions, puis il faut répondre, il faut oser dire je n'ai pas la réponse à ta question à ce moment-ci aussi. Puis, dans tout le processus, un programme d'aide aux employés est essentiel. Là. Notre programme qu'on avait dans le cadre de nos assurances a été utilisé par beaucoup d'employés sûrement la vaste majorité d'ailleurs. Donc, c'est sûr qu'un soutien externe est essentiel là, dans une situation comme celle-là. Comment on peut trouver un équilibre? Là, on en a parlé plus tôt, on a plusieurs scénarios, on espère pouvoir continuer, mais en même temps, on prépare en coulisses une fermeture pour pas être pris de court. Euh, Comment on peut être à la fois optimiste puis pas décourager l'équipe? Parce qu'une fois qu'on annonce qu'on ferme, c'est difficile après d'avoir une équipe engagée. Mais de l'autre côté, en même temps, être transparent puis pas donner de faux espoirs. Comment tu peux trouver un équilibre dans ces deux positions-là en apparence irréconciliables? C'est un fil de fer sur lequel on marche tous les jours. Donc, être transparent, pour moi, c'est ne pas mentir. C'est pas tout dire. Donc, c'est là que j'ai mis la ligne. Il y a des choses que je disais pas, mais j'ai jamais laissé sous-entendre le contraire de ce qui se passait. Donc, si les gens posent la question, est-ce qu'il y a un plan de fermeture? Bien sûr, on travaille avec un plan de fermeture avec le conseil d'administration pour s'assurer que ça ne nous arrive pas. Est-ce qu'on est obligé de leur dire la date des préavis de départ pour le licenciement collectif? Bien sûr que non. Donc, c'est vraiment important de faire la part des choses entre ce que l'équipe a besoin de savoir au moment où on en est et surtout pas mentir parce que si on arrive plus tard avec une information contraire, ben c'est sûr que le lien de confiance peut être brisé. Donc, c'est vraiment l'équilibre délicat.
Dans mon cas, j'ai aussi utilisé, là, c'est sûr qu'il faut avoir un ou deux employés de confiance avec lesquels on valide toutes ces réflexions-là. Il faut challenger nos décisions, de dire des choses, de pas dire certaines autres choses, parce que si on reste seul avec nos décisions, on se coupe là, de la richesse des réflexions de l'équipe. Donc, dans mon cas, là, j'ai toujours eu plusieurs. On est une grosse équipe, là, on est 25. Donc, j'avais évidemment la comptabilité avec qui ces discussions-là doivent être menées, qu'on le veuille ou non, mais aussi un ou deux employés de confiance avec qui j'échangeais sur chacune des étapes, puis comment les communiquer correctement avec l'équipe. Donc, ça me permettait d'avoir le pouls d'avoir mon pouls à moi de l'équipe, mais aussi le pouls de d'autres personnes pour décider ce qu'on dit et à quel moment. De façon concrète, les mesures qui ont été mises en place pour accompagner l'équipe, quelles sont-elles? Ben, on s'est assuré d'avoir des préavis de départ travaillés d'un minimum de 2 mois, qui est quand même exigé par la loi là, dans une équipe, je me rappelle plus exactement quel nombre, là, mais de plus de 20 employés là, ou 25 à valider. Donc, dans notre cas, on s'est assuré de ça, mais honnêtement, l'équipe a eu des préavis de beaucoup plus longs que ça. Comme je vous disais, les plus anciens d'entre nous avaient jusqu'à 7 mois de préavis de départ. On a versé des primes de rétention pour que l'équipe reste au moins jusqu'au 31 décembre, puis qu'on soit capable de livrer nos principales responsabilités là, liées à nos engagements auprès des bailleurs de fonds. Donc, on s'est assuré que l'équipe reste avec nous le plus longtemps possible et on l'avait planifié dans notre budget de fermeture. Il y avait le programme d'aide aux employés qui a été très apprécié, très utilisé. Pour les gestionnaires dans l'équipe, on s'est assuré d'avoir des ateliers puis des coachings pour nous permettre de mieux travailler ces questions-là difficiles avec l'équipe. On a eu des rencontres en petite équipe, des rencontres en grande équipe, des rencontres individuelles avec la direction générale, avec moi. Donc, d'être ouvert à toutes ces formes-là, selon les individus, il y en a qui ont besoin de réponses à leur situation à eux, il y en a d'autres qui veulent avoir une information collective, donc il faut être attentif à tout ça. On a donné une pleine latitude à l'équipe pour sa recherche d'emploi sur les heures de bureau, donc les employés qui étaient ici sur des préavis travaillés ont quand même pu aller faire les entrevues sur leurs heures de bureau, préparer leur CV sur les heures de bureau. C'est la moindre des choses. Là. On leur dit qu'ils perdent leur emploi, puis on leur demande d'être là, mais en même temps d'assurer leur avenir professionnel. Donc, il faut vraiment avoir une flexibilité énorme dans un contexte comme celui-là. Puis évidemment, écrire des lettres de recommandation pour l'équipe. Il y a personne qui perd son emploi pour une mauvaise raison. Là. Les gens perdent un emploi parce qu'il n'y a plus de sous pour les financer. Donc, les lettres de recommandation étaient très importantes, mais je vous avertis, celles et ceux qui auront à faire ça, c'est l'exercice le plus difficile d'écrire à quelqu'un une lettre de référence que tu veux pas mettre à pied. C'est émotivement très lourd. Le contexte est particulier, mais au moins, je pense qu'on n'a pas eu à choisir. Des fois, il y en a qui gèrent une décroissance puis qui doivent, dans une équipe de 20, un peu à la courte paille, en choisir 10 qui vont rester. Là, dans ce cas-ci, ben, ça a été tout le monde, y compris ton propre poste. Et également pour les gens qui recherchent à se placer ailleurs, c'est sûr que il n'y a jamais de bonnes conditions, mais au moins là, c'est facile à expliquer pourquoi on quitte notre emploi, puis on peut donner des collègues en référence. Là, ça peut se faire en pleine transparence, alors que dans bien des cas, il y en a qui cherchent un emploi, mais sans nécessairement avoir annoncé leur intention de quitter. Donc, c'est peut-être un petit facteur qui aide malgré toutes les difficultés rencontrées. Si c'était à refaire avec l'équipe, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ta façon d'accompagner tes collègues? Ben, l'équipe m'a pas témoigné là, de problématiques liées à la façon dont on a mené l'exercice. On a cherché tout au long de cette situation-là, qui a quand même duré 7 mois, là, de le faire dans le respect, d'accepter de répondre aux questions, d'accepter de reconnaître qu'on n'a pas la réponse, de chercher les réponses. Donc, c'est ce qui nous a permis là, de le faire avec une équipe qui est toujours encore soudée, serrée, là,
Pour peut-être vous donner une idée, là, on a encore des anciens collègues qui viennent avec nous dans les bureaux faire leur recherche d'emploi alors qu'ils sont plus à l'emploi de CMTL depuis déjà plusieurs semaines. Donc, je pense qu'on a réussi en étant attentif aux besoins de chacun des membres de l'équipe à faire ça dans le plus grand respect. Les gens, bien évidemment, comprennent toute la difficulté de la posture de la direction générale puis du conseil d'administration dans ce contexte-là. Donc, s'il y a eu des petits manquements, ben les gens ont été gentils de ne pas me les identifier, mais je pense qu'il n'y a rien eu de significatif, là. Donc, si vous le faites dans l'écoute, dans le respect, puis dans l'échange avec les membres de l'équipe, vous risquez plus d'avoir une situation à gérer difficile, mais dans un climat positif, qu'une crise supplémentaire, parce que bon, fermer une organisation, c'est déjà une crise. Si en plus on se place dans une crise de RH, ça devient un peu insoutenable. On parle parfois de la solitude des directions générales parce qu'on est responsable d'une équipe, on peut pas se confier à tout le monde, on doit rendre des comptes à un conseil d'administration. Donc, les DG sont aussi des employés qui font face à une situation difficile en même temps que tout le monde, puis ont peut-être un poids additionnel parce que les directions générales sont en mesure de prendre des décisions qui peuvent influencer la suite des choses, probablement plus que n'importe quel autre acteur ou actrice. Comment ton conseil d'administration t'a accompagné tout au long du processus? Ben, je vous dirais, une des choses qui est importante à comprendre, que je n'avais pas compris avant de le vivre, là, mais là, je le comprends vraiment bien. Une prime de séparation dans un contrat de travail d'une direction générale, c'est essentiel. Si j'étais moi-même en ce moment en crise de recherche d'emploi, de repositionnement professionnel, j'aurais beaucoup de difficultés à avoir la disponibilité pour aider l'équipe à gérer ses propres insécurités sa propre transition. Donc, c'est très important pour le conseil d'administration de planifier dans un contrat de travail des directions générales la marge nécessaire pour permettre à la personne de gérer la crise lorsqu'elle arrivera. Ça, c'est un des aspects là, qu'on n'avait pas planifié comme ça, mais que je mentionnerai. Parce que, je le disais tout à l'heure, la direction générale doit rester jusqu'à la fin. Puis la fin, c'est pas la date où l'organisation cesse ses activités, c'est le jour où le registraire des entreprises considère qu'on a fermé l'organisation. Donc, on risque, moi puis le comptable, de rester lié à Concertation Montréal pour plusieurs semaines après la fin du travail en cours. Donc, c'est important de s'occuper de la protection de la situation professionnelle de la direction générale pour lui permettre de mener l'exercice jusqu'à sa fin puis d'accompagner l'équipe dans sa recherche d'emploi. J'ai eu accès à une formation payée, mais c'était dans le cadre de nos programmes habituels de CMTL. Évidemment, une lettre de recommandation signée par l'ensemble du conseil d'administration, qui est quand même un élément important. Là, on porte quand même le poids de la fin d'une organisation comme direction générale. C'est difficile de ne pas se sentir coupable, de ne pas se sentir responsable, bien que, évidemment, que le retrait d'un bailleur de fonds majeur, on ne peut pas être responsable de ces situations-là. Donc, une lettre de recommandation, c'est vraiment agréable et utile. Les petits mots, les membres du CA m'ont envoyé régulièrement des petits mots d'encouragement tout au long du processus. Ne négligez pas, puis pensez pas qu'un petit merci beaucoup, je suis avec toi, est pas essentiel, là. Tous ces petits mots-là d'encouragement, de soutien sont particulièrement importants dans une période aussi difficile. Le conseil d'administration doit aussi témoigner de son empathie avec l'ensemble de l'équipe. Donc, de s'occuper puis de s'assurer que l'ensemble de l'équipe dans ce contexte-là soit accompagné et accepte de suivre les recommandations de la direction générale quand vient le temps d'arrêter de se battre. Dans notre contexte, on s'est battu quand même pendant plusieurs mois. Il y a eu un moment donné où il a fallu, je dise au conseil d'administration, ben là, l'équipe n'en peut plus, là, on a tout essayé. Puis l'incertitude est pire que la fermeture. Donc, le conseil d'administration nous a suivis comme équipe quand on a senti qu'il y avait absolument plus rien à faire.
Puis ça, c'est important aussi parce que humainement, on porte ça tous les jours. Pour le conseil d'administration, parfois, bon, une réunion mensuelle dans une situation de crise, ça ne donne pas toute l'émotivité là, liée à cette situation-là. Donc, d'être très attentif, très empathique avec l'équipe. Je dirais pour la direction générale aussi, dernière chose qui m'a, moi, aidé énormément, c'est d'avoir un ami avec lequel j'ai ventilé pas mal toutes les semaines depuis plusieurs mois. Donc, j'avais mon rendez-vous hebdomadaire avec cet ami-là le vendredi soir à la fin de la semaine, débriefer de la semaine, réfléchir ensemble. C'est très important de sortir de la bulle des employés, du conseil d'administration, puis de se retrouver dans un contexte plus intime avec quelqu'un qui nous connaît bien pour discuter de tout ce qu'on vit. Pour certains, ça pourrait être un coach. Dans mon cas, c'est un ami qui ça donne à être coach dans la vie. Je vous le recommande fortement parce que pour passer à travers cette étape-là professionnelle, là, c'est vraiment difficile. Donc, on a besoin du plus de soutien possible dans ce contexte-là. On va maintenant passer au dernier bloc avant la période de questions, qui est l'aspect héritage, les legs de Concertation Montréal. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le début de l'organisation en 2015, puis même des projets qui dataient des structures qui nous ont précédés. Depuis plusieurs mois, et particulièrement depuis plusieurs semaines, un processus a été engagé pour transférer les projets vers des partenaires qui poursuivent des objectifs et une vision similaire. Comment, comment on peut faire ce transfert-là, surtout en sachant qu'il n'y a pas nécessairement de financement rattaché au transfert des projets? Comment on peut transférer nos projets dans disons, une perspective où on a l'espoir que le travail qu'on a fait puisse se poursuivre, mais de l'autre côté, ça prend un lâcher-prise parce que les gens vont les façonner à leur manière, les intégrer dans une mission qui peut être un peu différente, à une échelle géographique qui n'est pas nécessairement la même. Donc, comment tu as pu trouver cet équilibre-là entre la volonté du maintien des acquis, puis la liberté de nos partenaires de transformer les legs comme ils le souhaitent et comme ils le peuvent. Ben, c'est sûr que dans ce contexte-là, où on peut passer des activités vers des partenaires, il faut le voir comme un don. On fait don à un partenaire de l'expertise, des documents, des réseaux qui nous ont permis de mener nos activités. Donc, il faut que ce soit avec le moins de conditions possible. Dans notre cas, on a décidé de faire des ententes de partenariat dans le cadre de ces legs-là pour permettre à l'organisation partenaire d'être légitimement notre légataire dans ce projet-là. Donc, de pouvoir dire à la collectivité dans 2 ans, ben non, j'ai pas volé l'idée à Concertation Montréal. Nous avions convenu que c'est moi qui va continuer ce projet-là. Donc, c'est important pour nous de faire ces ententes-là qui reconnaît la légitimité du partenaire pour partir avec les acquis de Concertation Montréal. Et en échange, ben, on leur demande de reconnaître la maternité de Concertation Montréal sur ces projets-là pour une période d'au moins 3 ans. Donc, d'ici à ce que les projets se transforment suffisamment pour devenir les leurs, mais qu'ils gardent dans la mémoire collective que ce projet-là est une initiative de Concertation Montréal au départ. On souhaite un peu à travers ça que dans 10 ans encore, il y a des partenaires qui disent, ben, grâce à Concertation Montréal qui avait mis sur pied ce réseau-là, ce projet-là, nous, on est encore en train de le porter puis de le faire vivre. Donc, c'est comme ça qu'on a planifié le tout. C'est un don, une entente de collaboration qui permet de transférer la légitimité, puis de protéger un peu la vision et l'historique de Concertation Montréal. Donc, faut préciser aussi que sur le site Internet de Concertation Montréal, puis dans nos différents médias sociaux, on va faire connaître les organisations qui ont repris les projets. Il y en a qui ont déjà de leur côté aussi fait des annonces en ce sens, mais en tout cas, on vous invite là pour ceux et celles qui participiez à d'autres projets, d'autres initiatives de Concertation Montréal, de prendre contact avec les organisations repreneuses pour
poursuivre vos collaborations? Peut-être, Philippe, je me permettrais de préciser, c'est déjà dans la plupart des cas sur notre site Internet. OK. Donc, dans les pages des projets, à la fin, vous avez la personne contact. Un peu dans la logique du soutien au RH dont on parlait tout à l'heure, les employés qui menaient ces projets-là jusqu'en 2026 ou 2025 sont encore identifiés sur la page parce que ces gens-là se cherchent un emploi en ce moment, puis peuvent référer au projet qu'ils menaient jusqu'à récemment. Mais les contacts réels avec des coordonnées, c'est vraiment les organisations maintenant. Donc, chacune des pages des projets reconnaît la part de l'équipe dans le développement du projet, mais aussi mentionne les organisations qui sont maintenant porteuses de ces projets-là. Donc, vous pouvez déjà le découvrir sur notre site web. Parfait. Euh, Question délicate, là, on ne demande pas à un parent de dire quel est son enfant préféré, mais parmi tous les legs, quels sont les legs qui te semblent les plus, ça peut être à l'échelle macro aussi, là, les plus importants pour Concertation Montréal? Qu'est-ce qu'on devrait retenir là, de notre histoire des 10 dernières années? Alors, je vais m'en sortir élégamment, tous nos projets évidemment, mais la mémoire de ce qu'était Concertation Montréal, c'est la chose qui est le plus important. Dans notre budget de fermeture, on s'est assuré d'avoir un budget pour une grande soirée des partenaires où on a invité toutes les organisations, les personnes qui ont passé dans nos réseaux à venir vivre le deuil ensemble. Parce que fermer une organisation, c'est aussi laisser beaucoup de monde orphelin. Des gens qui ont passé par nos programmes, puis qui se sentent redevables de ce qu'on a fait pour eux, des partenaires, des employés, des membres de conseil d'administration. Donc, c'est très, très, très important de donner un dernier moment à ces gens-là pour se réunir, célébrer ensemble ce que l'organisation a fait. On a eu 115 personnes qui sont venues, qui nous ont permis, tout ensemble, de boucler la boucle de notre organisation. Donc, je dirais, le legs le plus important à laisser, c'est le souvenir heureux de l'organisation et de ses réussites. Donc, dans notre cas, ça a passé par une soirée des partenaires, par le bilan 2025 auquel on a ajouté un feuillet sur une décennie d'impact. Donc, on a rappelé 10 ans de projet de concertation Montréal il a été distribué là, lors de notre soirée des partenaires. Et peut-être aussi, dans notre cas, c'est quand même une organisation qui fait le pont entre les élus et les acteurs socio-économiques sur le territoire de l'île de Montréal. On va léguer nos archives institutionnelles, Archives de Montréal. Donc, l'histoire et les outils de Concertation Montréal vont être sauvegardés et accessibles à travers Archives de Montréal pour la postérité. Donc, c'était un élément quand même important que l'organisation qui était moins visible que ses projets, mais que l'organisation, sa mission de rapprocher les élus et les acteurs socio-économiques reste vivante. Donc, c'est comme ça qu'on l'a géré. Pour les organisations qui ont repris des projets de CMTL, comment elles ont été identifiées? Ben ici, c'est super important que l'équipe soit impliquée dans le processus. Donc, dès qu'on a mis en place les préavis de départ, le licenciement collectif, on a tout de suite commencé à réfléchir avec l'équipe sur OK, ben le projet, est-ce qu'on pourrait le poursuivre? Est-ce que une organisation pourrait le poursuivre? Si oui, quelle organisation pourrait le faire? Donc, il y a eu tout un travail avec les employés qui portaient ces projets-là pour identifier les porteurs potentiels, puis faire l'ensemble des démarches préalables là, de discussion avec le partenaire pour que ça se déroule. C'est eux qui sont les mieux placés pour identifier le partenaire, pour convenir des besoins pour la suite, de partager l'expertise puis les ressources. Donc, c'est important là, pour moi qu'on le fasse comme ça. Comme DG, ben moi, évidemment, j'arrive à la fin du processus. Il y a certains processus que j'ai terminés parce que les employés ont quitté plus tôt que la fin de la négociation des ententes, mais dans la vaste majorité des cas, c'est l'équipe qui s'est assurée avec ses partenaires de trouver la bonne organisation. Parfois, la bonne personne. On a une ancienne employée qui a décidé de reprendre son propre projet et de créer un OBNL pour le poursuivre. On a été ouvert aussi à toutes les formes de collaboration possibles pour nous permettre de
léguer à la collectivité le maximum d'activités et donc de permettre au maximum d'initiatives possibles d'avoir une chance de survie, d'avoir une chance d'être financé par un autre bailleur de fonds ou d'être mis en œuvre par une autre organisation. Au cours de la dernière année ou des 2 dernières années, là, on a beaucoup travaillé, on a documenté nos modèles de concertation. On a commencé un exercice qui n'a pas pu se terminer, mais de rendre certaines de nos pratiques plus explicites, de les mettre sur papier parce qu'on avait un défi, comme beaucoup d'organisations, l'expertise est dans la tête des employés, puis on peut se demander quand on transfère des projets, qu'est-ce qu'on transfère? S'il n'y a pas d'argent pour les accompagner, ben c'est un savoir-faire, c'est une histoire, c'est une légitimité aussi pour les partenaires de reprendre ces dossiers-là, ce qu'on fait notamment à travers une entente. Mais je pense, puis moi, c'est une note à moi-même pour le futur, c'est de me dire aussi, ben ce sur quoi je travaille, ben c'est important pas dans un but de fermeture, mais dans un but de partage d'expertise, de le documenter, de l'écrire parce que ça nous aide beaucoup. Les projets pour lesquels on avait le plus de traces écrites sont beaucoup plus faciles à transférer que ceux pour lesquels on avait quelque chose d'intangible là, à communiquer. D'autant plus qu'on ne sera pas nécessairement toujours disponible pour l'après Concertation Montréal pour continuer là, d'épauler les partenaires qui ont repris les différents dossiers. Donc, c'est peut-être une invitation à chacune là, de vraiment prendre le temps de mettre sur papier la recette de succès de vos projets. Ça vous aide quand vous avez des nouvelles ressources qui rejoignent vos équipes, quand vous évaluez vos projets. Puis, ben, malheureusement, quand vous devez peut-être, malheureusement ou heureusement, parce qu'on peut transférer des projets aussi sur une note plus positive parce on les a fait grandir puis on veut les amener à évoluer ailleurs pour en développer d'autres, mais d'y aller de façon euh, disons, plus formelle, écrite, c'est certainement un plus pour l'organisation. Euh, dans toute l'histoire de CMTL, quand si tu avais à retenir une seule réalisation, une autre question piège que j'ai ici, là, quelle serait-elle? Ben, la chose la plus intangible que Concertation Montréal a permis ces dernières années, c'est vraiment de permettre aux élus municipaux de s'asseoir avec les acteurs socio-économiques pour penser le développement de Montréal, non pas dans leur rôle d'élus puis dans leur rôle d'acteurs socio-économiques, mais dans un rôle partagé commun où personne n'avait de titre et tout le monde partageait l'expertise et les ressources au même niveau. Donc, d'avoir réussi à mettre les élus, les acteurs socio-économiques sur un pied d'égalité dans les projets de développement menés par Concertation Montréal, c'est la chose la plus intangible qu'on a pu développer. C'est aussi la chose qui ne peut pas se partager. Il n'y a pas d'instance à Montréal qui permette aux élus de siéger sur les conseils d'administration sur un pied d'égalité avec les acteurs socio-économiques et donc d'être dans une posture non pas d'élus municipaux, mais d'administrateurs de nos BNL comme les autres. En plus, ben, une cinquantaine d'élus participaient activement à nos activités chaque année. Donc, on a toutes et tous là, des OBNL qui sont ici, des relations avec nos élus, mais est-ce que on leur permet de participer à nos activités comme les autres participants ou on leur permet de voir les activités et de recevoir les commentaires de nos organisations puis de nos projets. Donc, c'est probablement la chose qu'il faut ne pas oublier parce qu'elle disparaîtra avec l'organisation, c'est que ça peut exister de mettre ensemble les élus, les acteurs socio-économiques dans un partage d'expertise puis de ressources pour développer Montréal. Donc, ce serait ce que j'aimerais qu'on retienne. Ma dernière question avant qu'on aille aux questions des participantes et participants. Donc, je vous invite, là, il y en a plusieurs dans la section questions-réponses. Vous pouvez encore ajouter vos questions. On va en prendre plusieurs dans la mesure où on aura le temps de passer pas mal à travers. Mais avant d'aller aux questions des participants, qu'est-ce que ça serait quoi le principal conseil que tu aurais pour les participants ici qui se demandent peut-être comment amener le sujet au sein de leur conseil d'administration, que ce soit de manière purement hypothétique ou parce que l'organisation vit des difficultés?
Ben, la chose qu'il faut retenir de ce webinaire-là, c'est attendez pas que la crise éclate pour vérifier les coûts de votre fermeture. Que vous le fassiez comme direction générale ou que vous partagiez l'information avec votre conseil d'administration, selon votre situation, c'est à vous de déterminer. Mais comme direction générale, placez-vous pas dans la posture de découvrir trop tard qu'il aurait fallu le faire. Donc, moi, je vous dirais vraiment en terminant que attendez pas que la crise éclate. Vérifiez vos coûts de fermeture. Ça va vous donner en même temps la possibilité de voir est-ce que c'est possible pour votre organisation de le vivre? Est-ce que vous pouvez compenser certains risques, par exemple, en prévoyant des préavis de départ, c'est à quel moment il faudrait les donner pour ne pas se ramasser dans une situation de faire faillite. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir un warning call en 2024 qui nous a permis de faire cet exercice-là, qui m'a permis de le faire et pas de vivre la situation de le découvrir beaucoup trop tard. Euh, on ne serait pas ici pour en parler si j'avais pas pu le valider d'avance. Donc, c'est un peu notre rôle comme direction générale de planifier le pire pour s'assurer que le meilleur arrive. Donc, je vous dirais, oubliez pas, parce que en planifiant le pire, vous contribuez à protéger la réputation des membres de votre conseil d'administration. Vous contribuez à protéger votre propre réputation. Être le DG d'une organisation qui fait faillite, c'est jamais agréable pour personne. Vous protégez les droits de vos employés en vérifiant tout ça. Vous gagnez un argumentaire pour expliquer à vos bailleurs de fonds pourquoi vous avez des fonds non affectés. On le sait, dans les organisations, il y a toujours une tension sur le montant qu'on a en fonds en réserve ou en fonds non affectés, mais de savoir les coûts de fermeture permet parfois d'expliquer pourquoi il faut des sommes de côté. Nous, dans notre cas, c'était 3 mois. Ça vous permet aussi, en sachant ce que ce serait de fermer l'organisation, ça vous permet de sensibiliser votre bailleur de fonds sur le fait que, parce que parfois on le sait d'avance, qu'un bailleur de fonds pourrait nous quitter, donc de lui dire, il faut que j'aie l'information en amont pour planifier une transition efficace, parce que des fois, c'est pas notre bailleur de fonds principal, mais Philippe en parlait tout à l'heure, des fois, on a à mettre à pied certains employés parce qu'un projet se termine, mais de sensibiliser le bailleur de fonds sur le temps qu'il nous faut pour planifier la fin d'un projet, c'est important. Puis vous allez identifier les lacunes que vous pourriez corriger pour que la crise se rende pas chez vous. Donc, loin d'être un mauvais présage, planifier les coûts de la fermeture de votre organisation, c'est agir concrètement pour sa longévité. C'est vous donner les moyens de vous prémunir contre une crise qu'on vous souhaite véritablement de ne jamais avoir à vivre. On va y aller avec quelques questions. Il y a Olivier qui demande, est-ce que la gouvernance avait fait une étude des risques de perdre un financement et des options pour contrer ce risque avant que votre organisation perde son financement? Donc, est-ce que le conseil d'administration avait ça sur son radar? Et est-ce qu'il y a Oui, des scénarios qui étaient proposés avant là, oui. que ça se matérialise? Oui, on avait évidemment sur notre radar, là, même notre audit témoignait de notre dépendance très forte à un bailleur de fonds. Donc, notre entente principale valait, il y a quelques années, 85 de notre financement. Le conseil d'administration était très attentif à réduire notre dépendance à ce bailleur de fonds principal-là. On avait réussi à le baisser à 70 donc quand même une diminution importante en 3 ans, 4 ans là, de notre dépendance à notre principal bailleur de fonds. Évidemment, dans ce concept, dans notre contexte à nous, le 2 tiers de notre financement venait d'un seul et même bailleur de fonds. Donc, c'est sûr que son retrait brusque a vraiment empêché l'organisation de se relever. On était dans un exercice de diversification de nos sources de revenus pour voir comment on pouvait réduire cette dépendance-là depuis plusieurs années. Joanne demande, est-ce qu'on a perdu plusieurs employés avec le préavis de 7 mois? Dans notre cas, comme je vous disais, il y a eu le préavis, mais il y a aussi une prime de rétention qui a été donnée aux employés, qui était budgétée dans notre plan de fermeture, qui nous a permis quand même de garder l'équipe en place. Donc, euh, les gens ont espéré qu'on réussisse à sauver l'organisation jusqu'à la fin, nous aussi.
moi aussi, puis le conseil d'administration aussi. Donc, tout ça a contribué. Bon, un climat positif malgré le contexte, un climat à l'interne de l'équipe, un espoir de réussite de réussir à convaincre le gouvernement du Québec de rester un bailleur de fonds, ont aussi contribué là, à ce que l'équipe reste. Ce qui est important pour nous, c'est que l'organisation, si elle avait à terminer, termine sur une bonne note. Donc, que les projets se meurent pas là, de façon désordonnée et qu'on planifie la fin des projets. Donc, la combinaison préavis de départ, bonnes conditions pendant qu'on était ensemble et prime de rétention nous a permis que tout ça se passe là, dans le meilleur des scénarios possibles. Donc, il y a Caroline qui demande à quoi ça sert une entente avec un bailleur de fonds si elle peut être résiliée sans préavis. Est-ce qu'il n'y a pas des recours juridiques? Alors, relisez vos ententes de vos bailleurs de fonds. Il se laisse toujours une marge pour se retirer en tout temps. Le problème qu'on a, c'est la trop grande confiance. Les bailleurs de fonds principaux, là, je parle du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans ce cas-ci, se réservent tous les droits de mettre fin au projet de toutes les façons possibles. Relisez vos ententes, là, vous allez voir à quel point c'est bien écrit. Et on fait confiance. C'est problématique. Il y a un regroupement d'organismes en ce moment, là, le communautaire About, c'est comme ça que ça s'appelle, qui fait des revendications au gouvernement du Québec pour que les organisations soient plus respectées et accompagnées là, dans les partenariats qu'on a. Ces clauses-là qui permettent à une organisation de se retirer en tout temps pose vraiment problème. Puis, dans notre cas, bien évidemment, si on n'avait pas planifié d'avance et pris des décisions en amont, malgré le fait qu'on avait encore espoir de régler la situation, pris les décisions de fermer l'organisation, malgré l'espoir qu'on avait de convaincre notre bailleur de fonds de rester, on aurait vraiment été mal pris. Donc, malheureusement, dans le contexte actuel au Québec, il faut garder pas faire pleinement confiance, puis garder toujours un œil averti sur la situation de nos bailleurs de fonds. On a parlé du départ possible d'employés, mais il y en a qui demandent aussi au conseil d'administration s'il y a eu des départs pendant la période d'incertitude. Ce qu'il faut savoir pour les membres de conseil d'administration, c'est même si vous vous retirez de l'organisation, pour le registraire des entreprises, bon, je n'ai pas le temps exact, là, je crois que c'est 6 mois. Tous les administrateurs qui étaient dans l'organisation plus de quelques mois avant que la crise éclate sont juridiquement liés. Donc, comme administrateur, quitter une organisation qui est en processus de faillite ou de fermeture, c'est pas une bonne idée parce que ça changera rien sur votre responsabilité légale comme administrateur. Vous êtes bien mieux de participer aux décisions, d'être au courant de la situation, puis d'accompagner la direction générale en lui permettant de continuer à avoir le quorum dans ce contexte-là. Je le sais que c'est difficile, je l'ai vécu, là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été sur un conseil d'administration d'une organisation qui a fait faillite. C'est difficile comme administrateur à vivre, mais on est toujours mieux d'être autour de la table de décision que de laisser d'autres décider à notre place. Euh, Colette te demande s'il y a eu un accompagnement psychologique. Oui, à travers le programme d'aide aux employés, les gens avaient accès à un service comme celui-là. Il est anonyme, donc je peux pas vous dire là, à quel point il a été utilisé. Mais oui, il faut un programme d'aide aux employés dans un contexte comme celui-là. Suzanne demande si nous avons le statut d'organisme de bienfaisance. Puis, Dans notre- oui, si c'est on ça. Dans l'avait notre eu, est-ce que ça aurait eu un impact? Oui, il y a des règles légèrement différentes pour les organisations de bienfaisance. Donc, dans les documents dont je vous ai parlé là, avec le registraire des entreprises, par exemple, ben, c'est sûr que si vous êtes une organisation de bienfaisance, c'est avec le gouvernement canadien aussi qu'il faut mettre fin à à votre immatriculation. Donc, il y a des démarches supplémentaires pour les organisations de bienfaisance. Rachel nous demande si on peut donner une idée des primes de départ versées. Ben, nous, c'était 3 semaines 3 semaines de préavis de départ travaillé par année d'ancienneté.
Donc, chaque personne, c'est différent. On l'avait inscrit dans notre politique de gestion des ressources humaines. Donc, c'était la façon dont on a procédé chez nous. Donc, ça, une personne qui avait, par exemple, 2 années d'ancienneté avait le droit à 6 semaines, donc 3 semaines par année d'ancienneté. Puis sur la question de la prime, Ben, la prime de rétention, ça a été un montant qui a été déterminé fixe pour chacun des employés. Donc, dans notre cas, on y est allé avec un montant de 4 000 $ par employé qui était à même nos fonds propres là, pour s'assurer que l'équipe reste stable. Je vous dirais, bon, on est quand même une organisation de 25 employés avec un, 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 des bonnes conditions de travail. Est-ce que le montant a joué ou été déterminant? Je vous dirais, selon la situation de votre organisation, il faut voir. Mais dans notre cas, ça a été ce qu'on a privilégié. Et c'est égal pour tout le monde, quelles que soient les années d'ancienneté, étant entendu que c'est une prime pour s'assurer que les gens restent jusqu'à la fin de leur mandat et s'assurent de livrer les engagements pour lesquels on était liés. on peut préciser aussi que les préavis ont été travaillés jusqu'à la fin, là. Donc, dans Oui, certains cas, on libère les gens quelques semaines avant la fin. Dans notre cas, l'objectif était une prime de rétention, donc c'était pour s'assurer que le travail soit terminé. Euh, donc, quelqu'un nous demandait tout à l'heure, François demandait comment on a décidé à qui on transférait le montant restant à la fermeture. c'est important parce que c'est une obligation hein, de déterminer une OBNL à qui on laisse les sous qui vont rester. Dans notre cas, ils vont en rester un peu, mais pas tant que ça. Ce qu'on a fait comme exercice, c'est vraiment, on a regardé avec l'équipe et avec le conseil d'administration quelles seraient les organisations qui pourraient recevoir des sous. On a exploré les organisations similaires à la nôtre, puis on a exploré aussi les organisations qui sont nées des initiatives de CMTL. Et au final, on a plutôt opté pour les organisations qui sont nées d'une initiative de concertation Montréal dans un esprit de legs puis d'héritage. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais généralement, on choisit une organisation dont la mission est similaire à la nôtre. Puis d'ailleurs, c'est mentionné là, dans les lettres patentes de l'organisation, on doit toujours, évidemment, si c'est pas un bénéfice qui peut être repartagé, c'est pour ça on est un organisme à but non lucratif. Dans les commentaires, il y en a qui ont des questions qui touchent des cas plus spécifiques. Je pense à Karen, entre autres, qui parle d'une situation où l'organisation ne compte que sur des bénévoles et pour laquelle c'est plus difficile de tenir une assemblée générale de dissolution. Vous avez mon courriel là, sur le site de Concertation Montréal. Donc, si jamais il y en a qui ont des cas plus particuliers, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel, puis je pourrais peut-être vous référer ou vous fournir de l'information additionnelle parce qu'on n'a pas le temps malheureusement d'aller beaucoup dans les détails. Merci pour les mots d'encouragement aussi. Il y en a qui les partagent à travers le chat et dans la section questions-réponses. Il y en a qui demandaient aussi quelques personnes, est-ce qu'on pourrait pas juste attendre aux prochaines élections, puis attendre que le vent tourne, puis faire comme le phénix et, disons, réapparaître de nos cendres? Renaître de nos cendres. Oui, on aurait aimé. Cela dit, puisque le gouvernement du Québec s'est retiré au mois de mars de l'année dernière, que la Ville de Montréal a compensé pour le manque à gagner pour 2025, mais que la nouvelle administration a décidé de ne pas nous soutenir financièrement en 2026, ben, il faudrait que nos fonds propres nous permettent de se rendre à l'élection. Vous le savez, dans les organisations, on recommande 3 mois de réserve. C'est très rare qu'une organisation puisse se payer sur ses fonds propres une année complète ou 8 mois d'activité. Donc, malheureusement, on ne pourra pas attendre l'élection d'un nouveau gouvernement pour voir si ce nouveau gouvernement-là voudra bien soutenir une organisation comme la nôtre. Là. Fait que c'est malheureusement pas possible. On a deux questions de François. Ben, une qui, c'est plus difficile d'y répondre, mais combien ça coûte à peu près la fermeture? Mais je pense qu'on a vu aussi, c'est que
plus on s'y prend tôt, ben moins ça coûte cher parce que ce qui coûte cher, c'est vraiment de donner des préavis qui vont au-delà de la date où on a cessé nos activités. Mais si tu peux en dire quelques mots. Puis également, dans le calendrier, est-ce que ça prend à peu près un an à partir des premières discussions jusqu'à la fermeture? Ça serait quoi le calendrier peut-être envisageable? Ben, peut-être pour donner un ordre de grandeur, ça va selon le budget de l'organisation, hein. Nous, dans notre contexte, on avait un budget d'environ 3 millions par année. Les coûts de fermeture sont pour ben, les réserves qu'on avait, c'était d'environ 550 000. Donc, on a tout planifié, notre scénario de fermeture, sur les fonds qu'on avait en propre. Donc, c'est vraiment spécifique à chacune des organisations. Qu'est-ce que vous avez en réserve? Et comment vous pouvez planifier en amont pour vous assurer de ne pas vous ramasser dans une situation où vous faites faillite. Donc, c'est vraiment propre à chaque organisation. Pour ce qui est du calendrier, bon, dans notre cas, en découvrant qu'il fallait envoyer les préavis de départ 7 mois avant la fin pour les plus anciens employés de CMTL qui ont plus de 15 ans d'ancienneté, ben automatiquement, ça nous a donné aussi le calendrier. Donc, il fallait commencer à prendre les décisions difficiles 7 mois avant la fin, prévisibles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 3 mois de réserve qu'on avait en me disant, je sais que j'ai du financement jusqu'au 31 décembre, je sais que je suis capable de tenir avec tel montant jusqu'au 31 mars. Comment je fais pour prendre des décisions en amont pour que tout ça fonctionne? Donc, c'est vraiment y aller à reculons. Combien d'argent on a disponible? Quelles sont nos fenêtres de temps dans lesquelles il faut prendre des décisions, puis de construire le calendrier selon votre organisation. Cela dit, pour une organisation plus petite, avec moins de complexité à gérer, je crois qu'un processus en 3 mois peut exister. C'est un peu le time frame dans lequel on est nous-mêmes, là. Une fois les décisions prises en amont, c'est vraiment depuis le mois de décembre qu'on travaille sérieusement à la dissolution de l'organisation et on va finir là, dans les prochains jours, là. Il nous reste 2, 3 minutes, donc on va essayer d'y aller avec des réponses assez concises pour en faire le plus possible. On nous demande, quand on transfère un projet, est-ce qu'on peut transférer le reste de la subvention? Nos bailleurs de fonds ne l'ont pas permis. Donc, si vous avez une entente avec un bailleur de fonds, il faut vraiment vérifier si le bailleur de fonds accepte. Ça pourrait arriver, mais dans notre cas, ça n'a pas été possible. Si ça avait été des fonds propres, on aurait peut-être pu transférer des fonds propres, mais quand on gère une fermeture, on a besoin de tous les fonds propres qu'on a. Euh, on nous demande comment on peut monter un plan de fermeture quand l'organisme va bien, mais dépend de plusieurs bailleurs de fonds sans semer la panique, parce que des fois, juste d'évoquer cette possibilité-là, ça peut faire monter d'un cran le niveau d'anxiété. Ah, ça, c'est sûr que c'est très difficile. Il faut avoir une bonne relation de confiance avec la personne qui s'occupe de votre comptabilité pour s'assurer que la conversation reste à ce niveau-là, parce que comme je vous disais, idéalement, faites-le en prévision, faites-le pas attendez pas que la crise arrive. Donc, c'est un scénario hypothétique, simplement pour voir venir le risque. Mais ça vaut la peine d'avoir une idée de. Vous pourriez le faire avec un seul bailleur de fonds, le principal. Qu'est-ce qui vous arriverait comme organisation ou comme direction générale si votre principal bailleur de fonds quittait? Est-ce que vous êtes capable de gérer cette transition-là? Puis ensuite de ça, ben, peut-être voir vos deux principaux bailleurs de fonds s'ils quittent en même temps, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça vous permet de gérer le risque, ça vous permet aussi de sécuriser le conseil d'administration en disant, ben, même si on arrivait dans une situation difficile. Puis honnêtement, ce que je vois autour de nous en ce moment, c'est que c'est une situation difficile pour tout le monde. Les bailleurs de fonds se retirent en cascade, le gouvernement fédéral, le gouvernement québécois, la ville de Montréal, les bailleurs de fonds privés, tout le monde recule sur ses financements. Donc, vous êtes bien mieux d'avoir profité de cette situation-là qu'on voit autour de nous pour valider vos scénarios que de le vivre au moment où vous ne serez pas prêt à le faire. Merci beaucoup, Carl. C'est tout le temps qu'on avait. Il est déjà midi, donc ben, on espère que l'exercice vous aura été utile. On vous rappelle que tout est enregistré et ça sera partagé
sur la chaîne YouTube de Concertation Montréal. Merci pour tous les mots d'encouragement que vous avez partagés et dans le chat et tout au long du processus. Hein, ça fait des mois qu'on a une belle vague d'amour, donc c'est fort apprécié. Donc, on espère que vous n'aurez pas besoin des conseils qu'on vous a partagés aujourd'hui, mais c'est toujours bon d'en discuter. C'est comme un plan de relève aussi. Des fois, on hésite à demander à notre DG, aux autres membres du conseil d'administration s'ils souhaitent ou non rester, mais quand on le fait en amont, on évite bien des soucis. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis au plaisir de collaborer autrement avec vous dans le futur. Au revoir. Merci.